voudrais vous parler du rapport à l'argent. Je suis assez frappé par les revendications féminines ou féministes sur le salaire, les conditions qui ne seraient pas les mêmes pour les hommes et les femmes au niveau de l'argent. Au premier abord, ça peut paraître une revendication tout à fait légitime. Mais quand on creuse les motivations de ce type d'argument, on est quand même un peu perplexe. Parce que ça peut dénoter un surinvestissement de la valeur argent. Et malheureusement, on est obligé de le constater, beaucoup de femmes sont prêtes à faire n'importe quel travail du moment qu'elles sont payées. J'ai bien n'importe quel travail. Et, comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Donc, finalement, l'argent aurait une valeur universelle. C'est-à-dire que toute activité, tout produit peut être apprécié en termes de valeur, d'argent, de salaire, de prix. Ce serait merveilleux, c'est une sorte de panacée universelle. L'argent permet de savoir exactement la valeur de chaque chose, de chaque personne. Toute tendance confondue, toute corporation confondue, tous âges confondus, tout sexe confondu, etc. C'est intéressant. Ça fait partie de, j'emploie le mot universalité, ça fait partie des fantasmes universalistes. Alors on a comme ça des fantasmes universalistes qui sont partagés par des populations qui ne sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur groupe, pas bien dans leurs appartenances, et qui rêvent d'une sorte d'humanité universelle, unique, indivisible, et dont le Dieu serait en fait compte l'argent. Parce que si sur toute la planète les gens sont payés, eh bien ça prouve bien que nous sommes une seule et même humanité et que nous sommes tous logés à la même enseigne. Voilà le genre de discours fantasmatique que l'on est obligé d'entendre. Comme on dit, il vaut mieux entendre cela que d'être sourd. Et la vénalité de certaines personnes, on parle parfois de work alcoolique, et c'est un peu ça. Il y a des femmes qui sont complètement bouffées par le besoin de gagner de l'argent, par le plaisir de gagner de l'argent, plus exactement. Parce que besoin, c'est un peu un cercle vicieux. On gagne beaucoup d'argent, donc on cherche à s'en servir et à le dépenser. On va le justifier en tout cas. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Mais en même temps, on va dire que si on gagne de l'argent, c'est parce qu'on l'a mérité, parce que les gens sont contents de le payer, etc. Alors, c'est un fait que dans le domaine notamment de la thérapie, on insiste beaucoup sur l'importance de payer le praticien, que le patient doit payer. On connaît ce discours au niveau de la psychanalyse, mais pas uniquement, au niveau de toutes sortes de psychologues, cliniques, de psychothérapeutes, etc., d'hypnothérapeutes, enfin, passons-en. Et ces gens-là sont payés, et sont payés pour le temps qu'ils vous ont consacré, par leur savoir-faire dans l'utilisation de telle ou telle technique, qu'ils savent manier, et qu'ils vont d'ailleurs utiliser pendant toute leur vie, plus ou moins, sans se recycler spécialement. Donc, le problème, c'est que le système est en dysfonctionnement total. Parce que il y a des activités qui sont payées et qui sont souvent pas les plus intéressantes, d'ailleurs. C'est ça le paradoxe, ce sont les mercenaires qui sont payés de la manière la plus systématique. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes ont souvent moins de problèmes à trouver du travail que les hommes. Parce qu'elles font très bien l'affaire et qu'on peut leur demander à peu près n'importe quoi, du moment qu'on leur donne la feuille de route, qu'on leur donne les ordinateurs, les logiciels, voilà. Et c'est vrai aussi souvent pour les étrangers qui sont pas spécialement au fait de toute la culture environnante, mais qui peuvent utiliser un outil
un scanner, ou tout ce qu'on voudra, ou bien sûr des engins divers, des outils divers, et qui vont être payés pour cela. Donc on a tout ce monde, est-ce que on peut appeler ça le prolétariat au sens large du terme, un prolétariat qui est payé pour faire un travail relativement mécanique, systématique, répétitif, reproductif. Et puis il y a les autres qui sont quand même aussi importants, et même plus importants, qui sont en haut, qui sont les créateurs, qui sont les inspirateurs, les concepteurs, et qui finalement ne sont certainement pas payés comme ils le méritent de toute manière. Quelqu'un qui lance quelque chose, un nouveau produit, un nouveau concept, il va donner du travail à des milliers, sinon à des centaines de milliers de personnes. Et est-ce qu'il sera payé en conséquence? On va nous parler, on va nous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les salaires des uns et des autres. On nous dit qu'il est scandaleux, qu'il est multiplié par 20 ou par je ne sais pas combien. Il faudrait savoir de quoi on parle. Hein? Bon, donc je crois que notre société fonctionne très mal sur ce plan-là. Je suis pour un rééquilibrage, et je suis pour surtout, je terminerai sur ce point, par un rééquilibrage non pas vers le bas mais vers le haut. Voyez-vous, c'est bien de s'assurer que les personnes âgées ont des allocations, que toutes sortes de personnes ont des allocations minimales. C'est bien de déterminer un minimum pour les personnes dont on constate simplement qu'elles sont démunies. Mais il faudrait aussi récompenser les personnes qui sont à l'opposé. Non pas des personnes qui ont, comment dirais-je, qui ont un statut financier intéressant. Je parle des gens qui ont une véritable activité créatrice, qui ont soutenu des thèses, qui ont produit des ouvrages, etc., sur Internet ou ailleurs, etc., et qui ne sont pas monétisés ou monétisables, si on peut employer cette expression un peu affreuse qu'on utilise de plus en plus. Il y a une monétisation, au sens large, de toutes sortes de gens qui apportent un flux d'informations, un flux de réflexion, un flux d'idées, et qu'il faut apprécier. Il est scandaleux, je le dis très clairement, il est scandaleux que l'on traite les deux populations dont je viens de parler avec les mêmes outils. Il est scandaleux que des créateurs, des auteurs, soient traités au niveau d'une sorte d'allocation minimale qui vaut pour toutes sortes de personnes qui n'ont pas fait grand-chose de leur temps, de leur vie. Donc je suis pour des allocations au niveau des artistes, des créateurs, de toutes sortes, sur la base de leurs publications, de leurs contributions, qu'il faudra donc effectivement apprécier comme il convient. Et là, on n'est pas dans le domaine du salariat. On est dans le domaine d'être... on parle tout le temps des jeunes. Bon, c'est bien gentil, les jeunes. Mais les vieux aussi sont des gens qui ont des choses à apporter ou qui ont apporté des choses. Et il faut leur proposer des solutions décentes de vie, mais qui ne sont pas les mêmes solutions que des personnes que l'on juge uniquement d'après leur âge. Donc le seul critère que nous ayons dans notre société, c'est que vous avez tel âge, donc vous avez du droit à un minimum. D'accord? Mais vous avez tel âge, vous avez aussi des œuvres, vous avez aussi des réalisations, et la question est de savoir si vous pouvez être payé par l'État pour une retraite, par exemple, mais pas forcément uniquement, au cours de votre vie, pour ce que vous apportez à la communauté, à la société, à la France, par exemple. C'est cela qu'à mon avis, il faut faire avancer. Il faut faire avancer. On a actuellement, avec les réseaux sociaux, des moyens extrêmement efficaces de googliser les gens, de voir leurs contributions, de voir leur impact, et il me paraît absolument essentiel qu'il y ait des primes
qui soit accordée aux personnes qui ont un impact important dans notre société, quand bien même ne seraient-ils pas rémunérés par une clientèle, par des patients. Voilà ce que je propose.